Radio Grand Lac, la radio d'Aix-les-Bains, du lac du Bourget et du territoire Grand Lac. Chers amis, bonsoir. Je suis ravie de vous accueillir pour cette deuxième émission de Toc Toc qui est là. Et j'ai le plaisir d'accueillir ce soir deux prestigieux invités qui vont nous parler bzz bzz abeilles, mais aussi enfants. Merci Nadine Sébillot de l'association Les Enfants de Gene-Gérabad d'être présente parmi nous ce soir. Bonsoir Nadine. Bonsoir Stéphanie. Et merci Kléber Sylvestre du Centre d'études techniques des abeilles d'être présent avec nous ce soir. Bonsoir Stéphanie. Si vous le voulez bien, nous allons commencer avec Nadine. Nadine, est-ce que en quelques mots, vous pouvez nous expliquer déjà qui vous êtes avant de nous parler de l'association ? Eh bien, je suis Mautraine, donc j'habite la Motte-Servolex. Et je suis à la retraite depuis une année, c'est-à-dire que je goûte le confinement. Vous commencez en douceur. Exactement. Très bien. Nadine, quel est votre rôle dans l'association ? Alors, je suis la présidente de cette association. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Comment elle a été constituée ? Quelle est sa vocation, mission ? Qu'est-ce qui s'y passe ? Dites-nous tout, nous sommes très curieux. Alors, c'est une association humanitaire d'aide à la scolarisation, à l'éducation d'enfants et au développement qui agit en Inde. Et donc, cela date d'une trentaine d'années, plus exactement 37 ans. Et cette association est née d'une rencontre ou de plusieurs rencontres à Chambéry avec une religieuse, puis en Inde avec Sori Renmore, où j'ai passé un volontariat international de 2 mois dans la ville de Bhopal. Très bien. Et du fait, pourquoi le choix de cette ville ? Comment ça s'est passé ? Comment s'est faite cette rencontre en fait ? Eh bien, en fait, cette religieuse qui dépend de la congrégation des Sœurs de Saint-Joseph de Chambéry en Inde nous a invités à aller sur une mission installée à Bhopal, donc en Inde, et plus particulièrement dans ce quartier de Gene-Gérabad. Quelle est donc la vocation de l'association ? Quelles sont vos actions sur le terrain ? Qu'est-ce que vous faites concrètement ? Alors, les objectifs sont doubles. À la fois, c'est promouvoir la scolarisation et l'éducation d'enfants issus de familles défavorisées, d'une part, et d'autre part, de promouvoir aussi des programmes de développement auprès de populations aussi marginalisées, tribales, donc auprès de castes, dans des villages, bien entendu, des zones rurales, du Madhya Pradesh, dont dépend Bhopal, mais également d'autres États, du Maharashtra, de l'État de Goa et dans le nord de l'Inde, dans le Bihar. D'accord. Aujourd'hui, l'association représente combien de bénévoles et combien d'adhérents ? Alors aujourd'hui, on va partir sur environ 80 adhérents qui sont à la fois des parrains, des bénévoles, et des gens qui s'engagent ponctuellement. Voilà. Quelles sont vos actions sur le terrain, si je puis dire ? Comment ça s'organise ? Comment vous vous occupez de ces enfants ? Quels sont les programmes que vous mettez en place ? Alors, pour ce qui concerne les enfants, on est parti sur la base de partenariats avec les missionnaires et donc de parrainage d'enfants. Et nous ne tenons pas compte de l'origine de ces enfants, en particulier de leur origine religieuse. Donc, quels que soient les enfants, ils ont droit à l'éducation. On a plutôt tendance à favoriser les fillettes que les garçons qui ont moins de chances d'aller à l'école. Et donc, ces enfants sont pris en charge par les différentes communautés religieuses qui accompagnent aussi les familles. Donc, il y a un double rôle également d'information et de sensibilisation auprès des familles. D'accord. Vous savez à peu près combien d'enfants sont accompagnés ? Alors, grosso modo, sur les différents sites, parce qu'on a des enfants à la fois dans cette grande ville de Bhopal, mais on a aussi des enfants qui vivent dans les gares. On accompagne des enfants dans les gares, on accompagne des enfants handicapés, des enfants sourds et muets, et des enfants qui vivent dans des villages extrêmement retirés de cet état-là, de l'état du Madhya Pradesh. Globalement, par an, on accompagne à peu près 200 enfants. Ce qui est relativement considérable quand on sait la charge de travail que ça peut demander justement en termes d'accompagnement, de financement également. Comment ça se gère tout ça en fait en termes de logistique, surtout quand on est basé à la Motte-Servolex et puis à l'autre bout de la planète, si j'ose dire. C'est pas comme si on accompagnait une association qui était sur notre territoire. Tout à fait. Alors d'abord, au niveau du parrainage, le parrainage a évolué et au lieu d'être dans la logique d'un parrainage individuel, on est dans la logique d'un parrainage global.
C'est-à-dire que ça permet aux petits frères et sœurs des enfants de profiter de la scolarisation, de l'école. Et puis en même temps, on sait qu'on a affaire à des populations qui sont très mobiles. Donc ce sont des migrants pour certains. Et donc ça permet tout le temps de pouvoir proposer cette offre de scolarisation, quels que soient les enfants. Le suivi est assuré par les missionnaires indiennes sur place et également nous finançons les salaires des enseignants sur place. D'accord. Est-ce que au niveau justement de l'association, donc le soutien se fait par le biais des cotisations des adhérents, donc appel bien évidemment à tous ceux et celles et ceux plutôt qui souhaiteraient participer. On vous redonnera de toute façon toutes les coordonnées nécessaires. Mais est-ce que vous êtes soutenu aussi d'une autre façon que simplement par les cotisations en fait des adhérents? Alors, j'ai oublié de le préciser, le parrainage annuel est de l'ordre de 150 €. Il inclut également l'adhésion, mais on peut faire distinctement. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette somme est intégralement versée auprès de nos partenaires et intégralement utilisée. Donc ça, c'est une première chose. Par ailleurs, nous organisons des événements. Alors là, depuis 2 ans, c'est un petit peu à l'arrêt, mais nous organisons des événements culturels du style des pièces de théâtre en français ou en patois, puisque nous sommes accompagnés par une groupe de patoisins de Haute-Savoie. Nous avons aussi le soutien de la ville de la Motte-Servolex, du département de la Savoie, et puis d'organismes qui travaillent sur la solidarité internationale. D'accord. Et avec ce budget justement complet, vous arrivez à mettre en place tous les ans un plan d'action précis, concret, j'allais dire, alors pas sans difficulté parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, tout le monde le sait, mais est-ce que voilà, c'est suffisant pour vous pour pouvoir continuer à accompagner tous ces enfants et développer les projets que vous souhaitez mettre en place? Oui, alors on travaille vraiment en partenariat avec les missionnaires et les autorités locales et on répond à des besoins spécifiques. Donc, il y a des consultations. Nous allons régulièrement en Inde, à peu près tous les 3 à 5 ans, à la fois pour identifier les projets, pour les valider avec les partenaires et pour les mettre en œuvre. Donc ça, c'est la première chose. Alors, je vais parler des programmes de développement parce que les parrainages, ils se font régulièrement. Mais là, cette année, puisque nous avons fêté notre 30e anniversaire, nous avons organisé un repas de la solidarité. Ça fait 30 ans que nous organisons chaque année un repas de la solidarité. Et les bénéfices ont permis de construire une unité néonatale dans l'hôpital de Bhopal qui est géré par les Sœurs Saint-Joseph de Chambéry en Inde. D'accord. Et lors de cette soirée de solidarité, est-ce que c'est une soirée qui peut être ouverte, j'allais dire, à tous, même si on n'est pas adhérent de l'association? Le but, je suppose, c'est de rassembler un maximum de personnes pour partager ce moment de convivialité. Nous communiquons largement et ce sont des événements. Ce repas de la solidarité rassemble plus ou moins entre 150 et 200 personnes et se déroule sur les Hauts-de-Chambéry, Chambéry-le-Vieux exactement. D'accord. Voilà. Est-ce que l'association telle qu'elle est aujourd'hui, c'est celle que vous auriez voulu avoir quand vous avez mis ce projet en place? Et quels sont vos prochains rêves ou volontés, je dirais, pour l'association? Je pense que quand j'ai dit au départ que cette association était née de rencontres, quand on rencontre des gens et quand on établit des relations, qui sont des relations d'amitié et des relations sincères, on s'inscrit dans la durabilité. C'est un peu quelque chose comme le développement durable, cette affaire-là. Et elle va se poursuivre, et elle va d'autant plus se poursuivre avec la pandémie qui secoue actuellement le pays. Nous avons de nouveaux projets puisque dans les villages, on a construit des puits pour avoir accès à l'eau potable, on a construit des maisons en dur, on aide un hôpital de campagne et c'est vraiment très très difficile. Donc on a fourni du matériel, des médicaments, des doses de sérum antivenin à cause des piqûres de serpents et de scorpions. Donc on va continuer ces programmes de santé, bien évidemment. On va probablement les renforcer. Parce qu'avec la pandémie, le pays se trouve bien entendu fragilisé, et du coup, les populations auprès desquelles on s'adresse, qui sont souvent analphabètes, vont se trouver de nouveau défavorisées et très très fragilisées et devenir très vulnérables. Donc, on va renforcer bien entendu notre soutien.
Comment est-ce que vous arrivez, je dirais, à, entre guillemets, attention, je mets des gros guillemets, à contrôler tout ce qui se passe sur place entre ce que vous avez, je dirais, imaginé et souhaité mettre en place côté français et appliquer directement sur le territoire, en sachant qu'il y a quand même, alors ok, aujourd'hui il y a le digital, c'est pas à moi qu'il faut le dire, mais voilà, il y a quand même cette distanciation en termes de kilométrage, tout simplement. Comment est-ce que vous arrivez justement à garder des liens solides? Comment ça se passe? Les représentants qui sont sur place, est-ce qu'il y a des personnes qui sont en Inde qui de temps en temps viennent justement ici avec vous pour échanger? Et en sachant en plus qu'au-delà de la distance, on est carrément sur une culture qui est radicalement différente. Tout à fait. Alors déjà, nous rendons régulièrement en Inde. Là, on en est au 6e ou 7e voyage de l'association. Donc en principe, c'est 10 à 12 personnes qui se déplacent sur le terrain. Et d'autre part, les missionnaires viennent régulièrement en France, puisqu'elles viennent sur l'Europe. Elles ont des quartiers généraux à Rome, mais la maison principale est à Jacob-Belcombette, à Chambéry. Donc régulièrement, on rencontre les sœurs indiennes sur Chambéry. Et actuellement, elles sont reparties, mais il y avait 3 jeunes indiennes qui sont formées et qui vont aussi aller travailler sur le terrain. Alors c'est vrai que la réalité culturelle est complètement différente, il faut s'adapter, et ça c'est très intéressant parce qu'il y a une réciprocité. Nos partenaires, les populations concernées nous transmettent des besoins, mais nous apprenons énormément à leur côté, et nous ne détenons pas la vérité quand on suggère un projet alors que eux vont en proposer un autre. Barrière de la langue, point d'interrogation. Oui, alors ça c'est un problème. Bon, nous communiquons en anglais, bien entendu, avec nos partenaires, mais avec ces populations-là qui, pour le coup, je vous l'ai dit, sont analphabètes, sont issues de populations tribales. On a affaire à des castes, même si le système des castes a été soi-disant aboli, il n'empêche qu'il est toujours là. Alors, nos partenaires parlent les langues, les dialectes locaux des populations et donc nous accompagnent sur le terrain. Donc on est au plus près des personnes. On partage la vie des villageois, on reste avec eux. Alors bien entendu, les partenaires sont là pour traduire, forcément. Comment se prépare justement alors moi je vois ça un peu comme une expédition en fait, parce que déjà l'Inde c'est quand même un pays, j'allais dire justement un petit peu entre guillemets particulier, avec une culture qui est radicalement, comme je le disais, différente de la nôtre. Moi, on m'a toujours dit qu'il fallait se préparer psychologiquement parce que ça peut être assez violent en termes de choc des cultures, si j'ose dire. Nous, Européens, avec nos situations un petit peu quand même en règle générale de confort et nos habitudes, on arrive dans une autre dimension. On dit que c'est un pays dans lequel, quand on en revient transformé. Moi, j'ai eu la chance d'aller au Sri Lanka, donc j'ai mesuré juste un tout petit bout. Et c'est vrai que c'est un voyage où j'ai des souvenirs vraiment très, très forts sur cette notion de dimension humaine. Comment se prépare une telle expédition? Moi, je vois ça comme une expédition. On a tous un petit peu l'image encore des éléphants de Chambéry d'Hannibal qui passent. Voilà, c'est un peu ça, en fait. Et comment ça se passe? Comment ça se prépare? Combien de temps à l'avance? Qui part? Comment est fait le choix des personnes pour y aller? Qu'est-ce que vous emmenez ou pas? Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de voyage organisé? Alors, il faut au moins une année pour le préparer, ça c'est certain, d'une part. Nous communiquons lors de l'Assemblée générale qui précède le voyage, et tous les adhérents et parrains et autres bénévoles peuvent se joindre à nous. On limite le groupe à 10-12 personnes pour des raisons logistiques, bien entendu, et en même temps parce que on veut respecter les populations que l'on va visiter. On veut pas que ça soit une délégation importante et qu'on fasse du voyeurisme, si je peux le dire comme ça. Ça, c'est la première chose. On prépare les personnes aussi parce que on les informe de la réalité. On va vivre avec les populations, même si on nous offre un confort bien plus agréable que la vie quotidienne des populations, mais on informe les personnes. On veille par ailleurs à ce que la période à laquelle le voyage s'organise soit une période supportable au niveau climat. Donc en principe, le voyage a lieu sur les mois de février, mars maximum. Combien de temps vous partez, Nadine, quand c'est comme ça? On part entre 15 jours et 3 semaines. D'accord. Voilà. Mais pour éviter les périodes de mousson, il est absolument impossible de partir en juillet ou août pour emmener les personnes.
Voilà, et toutes sortes de personnes. Donc, on va avoir des personnes individuelles, des jeunes. On a beaucoup de jeunes qui aiment se joindre à nous et on les accueille volontiers. Et puis, la congrégation a pour objectif, à chaque voyage, de détacher 2 religieuses françaises ou européennes pour qu'elles aillent voir sur le terrain ce que font les religieuses indiennes. Donc ça, c'est la dimension humaine. Mm-hmm. Et logistiquement, en fait, est-ce que, alors je sais pas, je vais peut-être poser une question qui est une évidence peut-être pour vous, mais est-ce que vous emmenez du matériel ? Alors moi, je me rappelle quand j'ai été au Sri Lanka, alors c'était purement un voyage touristique, attention, hein, voilà. On était venu visiter des écoles, on avait emmené des crayons de papier, des cahiers. Enfin, il y a aussi cette dimension-là. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites également au-delà du fait de venir avec la dimension humaine et la dimension, j'allais dire, financière ? On emmène des fournitures scolaires, on fait attention cependant, parce que on emmène des papiers ou des cahiers, ne serait-ce que les cahiers, les lignes ne sont pas les mêmes. Donc, c'est pas la peine de leur emmener des cahiers comme ça. D'accord. On emmène des cahiers, des coloriages. On n'emmène pas des feutres parce qu'ils vont sécher très vite. On emmène de la peinture éventuellement, beaucoup de bricolage, des jeux pour lesquels les enfants peuvent jouer entre eux, où il y a des règles du jeu qui sont faciles à comprendre. On emmène aussi du matériel quand il est facilement transportable. Là, on a emmené beaucoup de matériel de rééducation pour les enfants handicapés, puisqu'on travaille avec une ergothérapeute. Il nous arrivait d'emmener du matériel médical, un microscope qui nous a été donné par l'hôpital de Chambéry, donc du matériel qui est transportable. On fait attention cependant à pas emmener du matériel qui va nous poser des problèmes à la douane. On emmène des médicaments, mais il faut qu'on ait des ordonnances en bonne et due forme. Donc voilà. Sinon, on opte plus pour un transfert d'argent, et là-bas, sur place, les médecins, chirurgiens, infirmières avec lesquels on travaille vont acheter sur place le matériel, parce que là aussi, on peut le réparer plus facilement. D'accord. Donc aujourd'hui, si on veut vous aider, et vous soutenir, comment est-ce qu'on peut le faire pour les auditeurs ? Alors on peut consulter notre site internet, lejinde.com. On a aussi un Facebook, bien entendu. Et puis, donc là, soit on peut adhérer, on peut faire un don pour soutenir un programme en particulier, on peut parrainer des enfants. Et donc, on peut nous joindre, bien entendu, par téléphone, de la même manière, quoi. Voilà. Donc demain on veut adhérer, que ce soit en tant que bénévole ou en tant que parrain, ou soutenir financièrement l'association. Déduction fiscale ? Oui. Alors ça paraît une évidence, mais je pose toujours la question parce que des fois c'est le petit coup de pouce qui permet aussi de dire je le fais, donc tant qu'à faire autant en profiter. Oui. Voilà, c'est intéressant aussi pour les auditeurs de le savoir. Est-ce que s'il y a des sociétés aujourd'hui qui nous écoutent, ou des dirigeants de sociétés qui disent tiens, moi j'aimerais bien faire un don de matériel de telle chose ou telle chose, est-ce que ça c'est possible ? Oui, tout à fait. Oui. Donc profitez-en, s'il y a des choses qui vous manquent, allez-y, c'est le moment. Faut faire la demande. Écoutez, actuellement, on est en train de penser à on est en train de mettre en place une coopérative pour des femmes qui vivent dans des zones tribales, et elles ont commencé un petit atelier de bijoux fantaisie, et elles manquent de fournitures de base, quoi. Voilà. De matières premières, si j'ose dire. Exactement. Donc ça, c'est des choses éventuellement pour lesquelles on peut vous aider et vous soutenir. Quel est le prochain gros projet, s'il y en a un, ou événement pour l'association ? Parce que le confinement, je ne suis pas sans vous rappeler, chers amis, que nous allons bientôt pouvoir être délivrés, libérés. Donc autant en profiter. Est-ce qu'il y a des choses de prévues au niveau de l'agenda de l'association ? Alors, tous les projets qui étaient en place ont été ralentis, voire suspendus. La majorité des enfants que nous accompagnons ont été confinés plus d'une fois, avec des situations sanitaires quand même difficiles. Compliquées. Beaucoup d'enfants étaient malades. Là encore, cet après-midi, j'étais en contact avec des religieuses par mail, et elles sont hospitalisées. Faut pas oublier que là, en 24 heures, on avait quand même 4000 décès en Inde, même si c'est 1,3 milliard d'habitants.
c'est quand même 4000 personnes qui meurent par jour. Ce sont plus de 400 000 nouvelles contaminations toutes les 24 heures. Donc là, la missionnaire avec laquelle j'étais au téléphone me disait la situation est extrêmement tendue. Critique. Très tendue. Donc sur ces zones-là, bien entendu, tout est suspendu. Et ces chiffres ne sont pas révélateurs de la situation dans les villages. Hein, quand on sait qu'il n'y a pas de communication, voilà. Donc ça, c'est un peu compliqué. J'ai presque envie de dire que plus que jamais, on va poursuivre notre engagement auprès de ces populations qui sont encore plus fragilisées par la pandémie. Ce que l'on ne voudrait pas, c'est que tous les programmes d'éducation et de scolarisation qu'on a mis en place soient suspendus et qu'on voit des enfants qui, à nouveau, vont travailler dans les champs, vont travailler dans les villes ou vont quémander quelques roupies sur les quais de gare, hein, puisque c'était ça le problème. Donc là, on va y être très, très vigilant. Et heureusement qu'on a nos partenaires sur place, parce qu'on peut immédiatement avoir le suivi. Les enfants, vous les accompagnez jusqu'à quel âge ? Alors, on va dire jusqu'à plus ou moins la fin du lycée, comme chez nous. On a mis en place aussi des centres de formation professionnelle. Donc, on a des enfants, par exemple, les enfants des gares, de la gare d'Itarcy en particulier, puisque là, on a une centaine d'enfants qu'on accompagne ici. On fait des formations pour être mécanicien, pour être conducteur d'auto-rickshaw. Il y en a qui sont engagés, des jeunes filles qui sont engagées pour devenir infirmières. Donc, on a aussi derrière un suivi, mais très spécifique par jeunes, pour leur proposer des formations supérieures adaptées. Et est-ce que 30 ans, enfin voilà, c'est tout un parcours de vie, si j'ose dire. Est-ce que vous avez des enfants que vous avez accompagnés qui aujourd'hui eux-mêmes deviennent, j'allais dire, impliqués, bénévoles dans l'association côté Inde ? C'est intéressant. Alors oui, dans la gare, par exemple, on a des enfants qu'on a réussi à sortir des quais de gare, par exemple de Delhi, hein, parce que ce sont des enfants qui ont été abandonnés par les familles qui ne pouvaient plus les assumer. Eh bien, ces enfants-là, qui sont devenus des grands jeunes depuis, sont eux-mêmes des éducateurs à l'égard des plus petits. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et sur Jahangarabad, donc à Bhopal, où on a un centre de formation professionnelle, un centre de formation informatique, eh bien, un des animateurs, des formateurs, et un des jeunes qui a été parrainé par une famille chambérienne. Donc ça, c'est très intéressant, parce qu'on voit que le relais est passé. Effet. Et puis, lors du dernier voyage, en visitant un site géré par les missionnaires, j'ai rencontré une jeune femme, qui est désormais infirmière, et qui était là aussi une toute jeune fille que j'avais rencontrée quand elle avait 8 ans et qu'elle allait à l'école. Quel est le souvenir le plus, je dirais, marquant, émouvant, si vous deviez en citer un, alors je suppose qu'il y en a plein, parce qu'en plus, quand on est sur un projet comme ça, humanitaire, forcément, la dimension humaine, ça touche à la notion des émotions. Quel est pour vous le souvenir le plus fort, en fait, que vous avez pu vivre au sein de l'association ? Alors, il y a des souvenirs de différentes dimensions. J'étais en Inde, le premier séjour en Inde était en 1983, je vais y arriver. Et en 1984, c'était la catastrophe de l'Union Carbide à Bhopal. Et donc, quand on est retourné, eh bien, il y a des personnes que nous n'avons plus revues, puisqu'elles sont mortes. Il y a eu 25 000 morts à cause de cette catastrophe. Donc ça, c'est un souvenir très, très difficile, et qui marque encore la population, puisqu'il y a eu beaucoup de naissances de malformations derrière. D'autres souvenirs, et ces souvenirs, ils sont réactivés chaque fois qu'on y va. C'est le côté très ouvert, chaleureux des personnes qui nous accueillent, le sourire des enfants, leur bonne humeur constante, qui nous donne envie de continuer malgré leurs difficultés. Ça, c'est très fort. Et qui, je pense, nous fait aussi extrêmement relativiser quand on rentre en Europe avec, comme je le disais tout à l'heure, avec tout le confort et la situation que l'on peut avoir, où parfois on a tendance à regarder le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. Tout à fait. Je pense qu'un tel voyage, effectivement, ça fait aussi changer son point de vue, même si parfois on est très vite rattrapé par notre quotidien et qu'on revient, faut chasser les choses et elles reviennent aussi vite au galop, mais je pense que ça doit être assez émouvant comme expérience à vivre. C'est vrai. Qu'est-ce que vous souhaitez pour l'avenir de l'association, Nadine ? Dans quel sens ? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'elle grandisse ? Comment est-ce que vous l'imagineriez dans les 10 ans qui arrivent ?
Qu'est-ce que vous lui souhaiteriez en fait ? Alors, c'est une association, c'est une petite association. On s'est voulu toujours modeste, mais fidèle à notre engagement. Donc, on a été très, très régulier. On a un petit budget, puisque grosso modo, c'est entre 12 000 et 15 000 euros que l'on fonctionne par an. C'est passer le relais à des jeunes. Et on a des jeunes qui ont envie d'aller aussi se frotter à un volontariat en tant qu'infirmière, médecin, ou bien aider tout simplement parce que les besoins sont importants et que ces jeunes-là sont accueillis sans aucun problème sur les différents lieux de la mission. Donc on veut passer le relais auprès de ces jeunes-là. On informe aussi beaucoup, donc on intervient dans des écoles pour sensibiliser les collégiens, les lycéens à cette dimension de la solidarité internationale. Donc là, je pense que des relais... Il y en a. Voilà. Et puis, on va continuer les voyages, continuer à proposer des voyages. J'aime bien reprendre à mon compte la légende amérindienne du colibri. Et je crois qu'il y a quelque chose comme ça, ce colibri qui transporte des petites gouttes d'eau pour aller éteindre un feu. Et le tatou lui dit, mais voilà, arrête de t'agiter comme ça. Et lui de dire, moi, je fais ma part, quoi. Je crois que toutes les personnes, les jeunes, les adultes, les religieuses, puisqu'on a des religieuses qui viennent avec nous et qui découvrent aussi ce que font les missionnaires là-bas sur le terrain, sont ces petites gouttes d'eau et avec eux, avec elles, on va poursuivre. Est-ce que vous pouvez nous redonner, Nadine, les liens téléphoniques, coordonnées, digital, web, etc., réseaux sociaux, pour que l'on puisse, si on le souhaite, reprendre contact avec vous ? Et je rappelle, chers amis, que de toute façon, vous retrouverez tout sur, bien évidemment, la page Facebook de Radio Grand Lac. On mettra, bien évidemment, les liens. Mais c'est bien aussi de le redire à l'antenne pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas forcément, j'allais dire, très digital. D'accord. Donc, l'association est à la Motte Servolex, à la Maison des associations de la Motte Servolex. Donc, on fait partie du tissu associatif. On peut nous contacter par téléphone au 04 79 72 41 48. Nous avons un site internet qui est www.lejinde.com. On a un Facebook de la même façon que l'on retrouve sur le site internet. Donc, facebook.com/LEJ-Inde. Voilà. Très bien. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour la suite, Nadine ? Parce que vous êtes une toute jeune retraitée. Est-ce que vous pouvez nous dire de quel secteur d'activité ? Parce qu'il y a un lien quand même. Il y a un lien, effectivement. Après avoir travaillé quand même en entreprise pendant 10 ans, j'ai fait le choix de, là aussi, transmettre mon expérience auprès des jeunes, puisque j'ai enseigné tout le reste de ma carrière auprès de jeunes en enseignement supérieur sur Chambéry. Dans un magnifique lycée qui était le mien quand j'étais jeune, le lycée Saint-Ambroise de Chambéry, pour pas le citer. Nadine, merci beaucoup d'être venue jusqu'à nous aujourd'hui avec cette météo exécrable qui est le copier-coller de celle de l'année dernière, chers amis, parce qu'on a eu la même chose et une circulation un petit peu compliquée. Nous avoir rejoints, j'ai été ravie de partager ce moment et encore plus pour faire partie à mon tout petit niveau de l'association. Je fais pas grand-chose en fait, mais depuis 20 ans maintenant, je crois, à peu près. Stéphanie est marraine de l'association depuis plus d'une vingtaine d'années. Voilà, exactement. Et je vous promets que quand je serai un petit peu plus disponible, c'est un de mes rêves de partir en Inde, mais je vais me préparer un petit peu psychologiquement. Merci encore, Nadine. Merci beaucoup. On retrouve toutes les coordonnées de l'association, bien évidemment, sur la page Facebook de Radio Grand Lac. On va faire une petite pause musicale avant de retrouver notre deuxième invité, Kléber Sylvestre du Centre d'études techniques des abeilles. Bzz, bzz. Radio Grand Lac, entre lac et montagne. Votre radio. Eh bien, nous sommes de retour pour la deuxième partie de l'émission Toc Toc qui est là, où nous avons le plaisir maintenant d'entendre Kléber Sylvestre de l'association Centre d'études techniques apicole, qui va tout nous dire. Même question que pour Nadine. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire qui vous êtes, Kléber ? Oui, bonjour à tous. Je m'appelle donc Kléber Sylvestre. Je suis apiculteur pisteur secouris à Saint-Martin-de-Belleville et président du CETA de Savoie. Donc nous avons la Tarentaise parmi nous sur le bassin aixois ce soir. Apiculteur et pisteur secouriste. Dites donc, vous ne devez pas vous ennuyer.
Non, pas mal. Puis en plus, je suis adjoint au maire aussi, donc ça fait que voilà. Bon, le écoutez, temps passe vite. ça me rassure, il n'y a pas que moi qui suis, j'allais dire, hyper active. On est plusieurs dans ce cas-là. Est-ce que vous pouvez nous parler du coup du CETA ? Oui, le CETA de Savoie est une association qui a été créée en 1997. Son objectif, c'est de préserver notre abeille locale. C'est l'abeille noire Apis mellifera mellifera. Donc, c'est des personnes qui ont commencé avant moi, encore des plus anciens que moi, qui avaient déjà vu à l'époque que notre abeille était en train de disparaître. Donc, c'est une abeille qui nous vient qui a survécu à 2 glaciations, donc il y a plusieurs millions d'années. Et malheureusement, à cause de nous, l'homme en principal, est en train de disparaître. Donc, il y a une association d'apiculteurs qui s'est créée pour essayer de la préserver. Voilà. D'accord. Vous êtes combien d'apiculteurs au sein de l'association ? On est une bonne centaine. Ah oui, quand même. C'est déjà une jolie association. Oui, on est en Savoie et en Haute-Savoie. C'est bien. Nos amis Haute-Savoyards avec nous. Ouais. Voilà, vous avez raison. C'est Pays de Savoie maintenant. Il n'y a plus de frontières de basse ou de haute couture. C'est Pays de Savoie. Il faut regarder beaucoup plus large que ça. Tout à fait d'accord. Quelle est la fonction de l'association, vos missions, le rôle en fait de chacun ? Alors, notre association, notre rôle, c'est de former des apiculteurs, d'informer les apiculteurs et un public plus large, les citoyens aussi, qu'est-ce que c'est l'abeille noire, pourquoi la préserver et comment la préserver. Donc, on a un rôle de formation pour les apiculteurs et on essaye aussi, on a une salariée l'été qui travaille pour nous et cette salariée, avec les bénévoles, on travaille pour produire des reines d'abeilles noires. D'accord. Et on distribue autour aux apiculteurs locaux, Savoie ou Savoyards. D'accord. Et vous avez aussi un rôle de sensibilisation du coup au niveau de la population. Est-ce que vous faites des ateliers, des interventions ? Comment ça se passe ? Ça se passe. On a créé dans la commune des Bellevilles, là, on a créé une maison de l'abeille noire. C'est-à-dire D'accord. qu'on a fait un lieu qui est sur le plan de l'eau, pour ceux qui connaissent dans la station des Benuires, où là on explique un petit musée en quelque sorte, une maison de l'abeille noire, où on explique qu'est-ce que c'est l'abeille noire, qu'est-ce qu'elle nous apporte, pourquoi la préserver. Donc ça, c'est pour sensibiliser tout public. D'accord, avec, je suppose, un parcours pédagogique qui est ouvert à tous, mais il y a peut-être aussi des moments plus spécifiques, peut-être pour les visites d'école. Oui, c'est-à-dire qu'on a fait un parcours, il date depuis 2 ans, donc il est ouvert, il est très agréable pour les enfants, parce qu'il y a quelques panneaux interactifs qui permettent vraiment de présenter l'abeille noire un petit peu plus... C'est pas vraiment un musée, c'est quand même un peu interactif, c'est assez moderne. Un peu scénographique, en fait. Un peu scénographique, voilà. D'accord. Voilà. Alors, moi, j'y connais rien en abeille noire. Est-ce que vous pouvez, du coup, nous expliquer quelles sont ses missions, quel est son rôle, en fait ? Alors, l'abeille noire, qu'est-ce que c'est ? C'est une abeille qui est là depuis des centaines d'années. Moi, j'avais des grands-parents qui étaient apiculteurs. C'est l'abeille qu'ils avaient. Ici, à Chambéry, c'est pareil. C'est l'abeille noire qui était là. Alors, elle était partout. Elle était présente partout dans l'Europe de l'Ouest, mais elle a des écotypes. On a l'abeille noire de Savoie, on a l'abeille noire de l'île d'Ouessant, de l'île de Croix, de Clermont-Ferrand. Donc, il y a des écotypes dessous. D'accord. Et comment on arrive à les distinguer ? Parce que je pense que l'abeille noire de Savoie ne se trimballe pas avec sa petite cape avec la croix de Savoie. Non, comment on arrive alors ? Il faut être expert, je suppose. Hein. Visuellement, l'abeille noire, c'est parce qu'elle est plutôt noire. Après, bien sûr, on peut faire de la morphométrie ou des analyses génétiques. D'accord. Et le CETA de Savoie, on est soutenu par différentes communes, commune de la Léchère, commune des Bellevilles, communauté de communes d'Aigues Blanches, le Conseil Savoie-Mont-Blanc aussi, que je remercie, là, qui nous subventionne pour notre association, et aussi le Parc de la Vanoise. D'accord. Qui nous permet de financer des analyses génétiques. Avec ces analyses génétiques, on peut voir la pureté de nos abeilles noires. Et on n'est pas raciste, c'est pas ce que je veux dire, mais pour expliquer ça, c'est-à-dire que c'est une abeille qui est adaptée à son milieu. J'ai toujours, elle est comme les Savoyards, elle est paradine, elle est économe. C'est pas pareil. C'est les Savoyards ou c'est les Tarins ? Je sais pas, les Mariannais. C'est une abeille assez rustique, qui est adaptée. Et vu les météos qu'on a, elle est capable d'adapter. La reine est capable de passer 6 mois dans la neige. C'est-à-dire qu'elle va couper sa ponte en octobre et elle la reprendre qu'au mois de mars. Alors que l'abeille tout venant, elle va pondre plus tôt. Il faut savoir que dans une ruche, une fois que la reine pond, la température doit être de 35 degrés, 24 heures sur 24. Donc, vous voyez les températures qu'on a en ce moment en montagne. Donc, si vous avez des abeilles avec beaucoup de couvains, elles vont s'épuiser à maintenir 35 degrés, elles vont périr. C'est pour ça que c'est important d'avoir une abeille locale adaptée à son milieu.
D'accord. Donc en fait, elle a un vrai rôle dans l'écosystème et elle a cette capacité à pouvoir s'adapter à son environnement en fait. Donc c'est une abeille qui s'adapte, qui est très bien adaptée à son environnement. Donc si on la transhume pas, qu'on la laisse dans un lieu, elle va être de plus en plus adaptée. C'est ce qui lui permettra de survivre quasiment toute seule. D'accord. Donc, au niveau de l'association, il y a la partie formation pour les apiculteurs. Donc, est-ce que c'est des apiculteurs, j'allais dire, débutants qui viennent se former, des apiculteurs en parcours expertise, des apiculteurs super seniors? Enfin, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais comment ça s'est proposé, en fait, cette formation? C'est-à-dire, on travaille avec le rucher des allobroges que vous connaissez, que je remercie, avec Jean-Paul Charpin. Eux, ils ont un rucher école, normalement, pour les débutants, plutôt. D'accord. Et après, on encourage ces débutants à venir chez nous au CETA pour se former un peu plus, par exemple, pour faire des reines noires ou être capable d'introduire de nouvelles reines dans leur ruche. Donc, en général, c'est plutôt pas vraiment les débutants purs, c'est plutôt les apiculteurs un peu plus experts, on va dire, entre guillemets. D'accord, mais ce sont des apiculteurs qui en font leur métier à part entière ou c'est des personnes qui sont passionnées c'est plutôt des passionnés qui ont entre 10, 20, 50 ruches, ou voilà. D'accord, et qui viennent en fait se former pour continuer à avoir des ruchers qui correspondent vraiment. Il faut savoir que l'apiculture est quand même en grande souffrance. Hein. On ne s'en rend pas compte, mais il y a beaucoup d'apiculteurs qui perdent leur ruche. Donc on a énormément de demandes des gens qui veulent des reines d'abeilles noires, des essaims d'abeilles noires. Donc c'est important que les apiculteurs soient formés. J'en profite pour aller à la radio, mais parce que les gens disent on va prendre une ruche, on la met dans le jardin. Oui, puis ils attendent que ça se passe, ils se disent on va aller récolter le miel, mais c'est pas vraiment comme ça. Et malheureusement, je dis toujours avoir des abeilles, c'est pas avoir des poules. Même si les poules c'est déjà compliqué, les abeilles c'est beaucoup plus compliqué. Donc après, on se trouve avec des gens qui prennent des ruches et qui nous appellent parce qu'ils ont perdu leur ruche, qu'ils ont désolé. Donc c'est quand même une vraie démarche quand on veut prendre des abeilles. C'est un insecte vivant, il faut le respecter, donc il faut pas faire n'importe quoi avec. Donc c'est vraiment important, je le dis à tous. Formez-vous. Et surtout, ne formez-vous pas seulement sur YouTube. Oui. Parce que ça, c'est terrible. Ça peut aider pour donner 2-3 indications, mais à mon avis, il y a des limites quand même. Et l'apiculture est vraiment adaptée à son milieu. Oui, à l'environnement. Voilà, l'apiculture de montagne, c'est pas l'apiculture de Chambéry, c'est pas l'apiculture de la Côte d'Azur. Donc c'est quelque chose qui est valable ailleurs, n'est pas forcément valable chez nous. Alors, quelle typologie de miel elle produit, cette abeille noire? Parce que, alors, pareil, des fois, on voit miel de lavande, miel de pin, miel de je sais pas quoi, là. Quelle typologie de miel, en fait? Ça dépend vraiment du milieu. Donc, c'est intéressant chez nous, en Savoie. Donc, on peut avoir du miel en plaine, plutôt du miel de châtaignier, acacia un tout petit peu, châtaignier quand on est par ici. Et après, plus on monte en altitude, plus les miels sont différents. C'est-à-dire, plus on monte, plus les miels sont clairs et légers. Par contre, ce qui est intéressant, on n'est pas obligé de transhumer parce que si vous avez un rucher à 500 mètres, un à 700, un à 1000 mètres, un à 1200 mètres, vous allez avoir 4 miels différents, sans transhumer. D'accord. Et si on doit définir pour vous, c'est quoi la qualité d'un bon miel? La qualité d'un bon miel, c'est un miel qui n'est pas édulcoré. C'est-à-dire, c'est un miel dont l'apiculteur ne donne pas de sucre aux abeilles. Déjà, je ne savais même pas que c'était possible de donner du sucre aux abeilles. Vous pouvez préciser ça? Ça m'intéresse. Malheureusement, maintenant, on a des climats qui sont assez perturbés. Donc, moins les abeilles sont adaptées, plus elles réclament l'aide de l'homme. C'est pour ça que l'abeille noire, je dis une abeille économe et rustique, dans le sens qu'elle est capable de passer l'hiver avec moins de miel. Elle va adapter sa ponte au climat, donc elle aura besoin de moins de provisions. Vous avez une abeille hybride ou une abeille buckfast, il va falloir lui donner à manger souvent. Et malheureusement, plus vous donnez à manger, plus vous avez le risque que votre miel il va être édulcoré, malheureusement. D'accord, donc en fait, vous voulez dire que cette typologie d'abeille-là, en fait, c'est un peu comme si c'était l'abeille industrielle contre, si j'ose dire, l'abeille un petit peu plus locale, production non intensive. C'est ça que vous êtes en train de dire. C'est un petit peu ça. Alors, par contre, c'est une abeille, si vous l'avez sur 5-10 ans, sur la moyenne des années, elle va produire autant qu'une autre. Par contre, elle en produit pas moins. Les très bonnes années en produira moins. Par contre, les mauvaises années, elle va être capable d'en produire un peu, si elle est bien adaptée à son milieu. D'accord. Voilà. Au niveau de cet espace de scénographie, moi, ça m'intéresse toujours parce que je pense vraiment que plus on explique tôt, en fait, aux enfants, plus forcément on leur donne la possibilité de. C'est toujours pareil, c'est comme la pratique d'une langue étrangère ou d'un sport. Plus on apprend tôt, plus on a cette capacité. Cet espace scénographique, en fait, qui est ouvert donc
à tout public, hein, on peut s'y rendre. C'est ouvert toute l'année ou il y a des périodes ouvert, saison d'hiver, saison d'été. D'accord. Après, on organise des visites pour les scolaires intersaison. Voilà, c'est la question que j'allais poser pour les écoles. Donc, vous accueillez tout type d'école en fait, même les écoles, on va dire du bassin aixois, Chambéry, s'ils veulent faire une sortie pédagogique organisée, bien évidemment. On est d'accord. Ne débarquez pas à 50 tout de suite comme ça, mais je pense que oui, effectivement, organiser, ça peut être une thématique qui peut être effectivement intéressant pour un parcours pédagogique. Et les enfants, ils adorent. Hein. C'est vrai que sont très intéressés par la découverte. Donc il y a la scénographie, mais est-ce qu'il y a aussi le côté, parce que quand on est enfant, on aime bien ça aussi, il y a le côté, on voit des choses en images, mais on aime bien aussi pratique. Est-ce qu'ils voient l'apiculteur justement j'ai ma collègue Kelly là, qui travaille avec nous, qui est plus jeune que moi, qui fait des visites guidées tout l'été pour les enfants, où là c'est des visites sur quelques heures, où les enfants peuvent mettre la tenue, aller voir dans la ruche après la visite de la maison de l'abeille. D'accord, donc ils ont vraiment, ils sont en pleine action. Ils sont en pleine action, donc j'invite tous les jeunes Savoyards qui veulent y aller de prendre rendez-vous cet été au Menuire pour ces visites organisées. Et là, ils auront la totale. Très bien, je pense que ça va faire des heureux. Alors les parents qui ne savent pas comment occuper leurs enfants pendant l'été, on vous a déjà donné une petite idée de visite pédagogique et intéressante. Quelles sont les prochaines missions ou projets de l'association en fait ? Alors, l'association, je n'ai pas précisé, on fait partie d'une association française qui s'appelle la FEDCAN, Fédération Européenne des Conservatoires d'Abeilles Noires. Et avec eux, avec l'association Pollinis, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent aussi, on est en train de monter un projet sur justement, avec, ça s'appelle DBBB, Darwin Black Box, quelque chose là. Et le projet, on travaille avec 2 scientifiques des Pays-Bas, et Lionel Ganori, le chercheur au CNRS, qui est vraiment le spécialiste de l'abeille noire en France. Le projet, c'est de faire un montage avec une 20aine de ruches et de faire un protocole pour développer des abeilles résistantes au varroa. Le varroa, c'est un petit acarien qui nous vient d'Asie, qui arrive les années 80 et qui décime aussi nos ruches. Parce qu'il a tendance à rentrer dans le couvain, en gros à sucer l'hémolymphe de l'abeille, donc le sang de l'abeille, et les affaiblit. On a des pertes à cause de ça. Et bien sûr, les apiculteurs ont traité beaucoup du chimique. Moi, je suis apiculteur bio, mais du bio aussi. Et le but, c'est d'essayer de développer des abeilles qui vont résister naturellement à cet acarien. Donc, on s'engage dans un protocole scientifique, là, avec le rucher Zalobroche qui nous soutient aussi, pour 4 années, là. Donc, c'est notre prochain projet du CETA de Savoie. Alors, j'allais dire, je pense que c'est pas quelque chose qui va se faire en quelques mois. Vous avez donné l'indication temporelle, effectivement, 4 ans, c'est quand même une longue mission, mais c'est un beau projet aussi. C'est un beau projet, puisque le but, c'est d'avoir à la fin de ces 4 ans des abeilles noires qui résistent naturellement au varroa. Des super abeilles, en fait, c'est ça. Des abeilles adaptées à leur milieu et à l'acarien. D'accord. Voilà. Et au niveau donc de l'association, comment est-ce qu'on peut même question que j'avais posée à Nadine, comment est-ce qu'on peut vous soutenir, vous aider, vous accompagner ? Alors, pour nous aider, on a aussi un site, c'est le CETA de Savoie, .fr, vous le trouverez. Donc, on est une association, donc si vous nous faites des dons, on peut vous donner un reçu fiscal, donc 66%, limite des 20%, et les entreprises, je crois que c'est 60%. Avec cet argent-là, donc, on peut financer l'achat de matériel et aussi aider tous nos bénévoles, parce qu'on a beaucoup de bénévoles et on fait beaucoup de bénévolat. Et comme on est en montagne, on a beaucoup de distance. Par exemple, pour ce protocole, on va travailler avec la commune de Naves sur la Léchère, grande maison, et ça nous fait par exemple 25 km à chaque fois en montagne, quoi. Donc on a pas mal de frais. Donc voilà, si vous pouvez nous aider. D'accord, ça permet de participer au budget de fonctionnement de l'association. De toute façon, quelles que soient les associations, elles sont toujours en recherche de financement. Ça nous aidera pour financer ce projet. D'accord. C'est très sympa. Aujourd'hui, combien de personnes adhèrent à l'association ? Une bonne centaine. D'accord. Une bonne centaine, puisqu'on fournit à peu près de 400 rennes par an à nos apiculteurs. On les fait payer, bien sûr, parce qu'on a une salariée. Mais voilà. Et quand vous faites ça, est-ce que derrière, il y a une fiche de suivi pour savoir comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a un SAV Service après-vente. Service après-vente, pas des émissions, mais des abeilles, du coup. Un tout petit peu, si on travaille par mail, où les apiculteurs, d'une année sur l'autre, nous reprennent des rennes et nous disent si elles sont bien été, comment ça s'est passé. Des fois, ça se passe bien, des fois moins bien.
C'est pour ça qu'on essaye aussi souvent de former ces apiculteurs avant de vendre des rennes pour que tout ça passe bien derrière, parce que l'apiculture, c'est pas un long fleuve tranquille. Et même nous, même quand on fait l'apiculture depuis des années, on a tout le temps des surprises. C'est ça qui est bien avec l'abeille, elle nous rend vraiment humbles. Parce qu'on croit être bon et puis... Et là, elle vous rappelle en fait la réalité du terrain d'une année sur l'autre, en fait, c'est ça ? C'est vraiment ça, ouais. Alors, on a vu depuis quelques années un engouement au niveau urbain des ruches qu'on voit fleurir un petit peu partout sur les toits. À Chambéry, il y en a un certain nombre d'ailleurs. Je crois qu'il y en a même vers le Carré Curial, si je me trompe pas. Ce type de projet, qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant qu'apiculteur de montagne Ah ouais, c'est quand j'allais dans les congrès, ça m'avait toujours impressionné. Les gens, ils disaient les abeilles des villes vont sauver nos abeilles. Et je rappelais aux Parisiens, ils sont 8 millions d'habitants. À un moment, ils avaient 350 ruches. J'ai dit, nous, Vallée des Belleville, 2000 habitants, 350 ruches. Donc, regardez où est l'erreur. Donc, voilà. Non, mais si, c'est très bien, ça fait de l'engouement. Par contre, je pense qu'on commence à aller un petit peu trop loin, puisque chacun veut prendre une ruche, chacun veut prendre des abeilles. Et pour préserver la biodiversité, les abeilles sauvages, etc., le but, c'est de ne pas mettre des abeilles partout. Parce que c'est un peu comme quand vous avez des vaches, il y a un surpâturage qui peut se faire. Donc, vous avez trop de ruches au même endroit. Malheureusement, elles vont souffrir, parce qu'il n'y aura plus du pollen pour toutes. Donc, encore une fois, vous allez être obligé de nourrir vos ruches à cause de la surpopulation. Donc, si vous voulez aider l'abeille, c'est pas forcément prendre une ruche. Vous voulez aider l'abeille, plantez des fleurs mellifères, plantez des arbres mellifères, retardez le fauchage de vos pelouses, etc., etc. Ça, c'est tous des gestes que l'on peut faire et qui aident vraiment les abeilles aux alentours et qui aident aussi les abeilles sauvages. Voilà. C'est un peu ce que les communes ont commencé à mettre en place avec ce qu'ils appellent le fauchage tardif ou raisonné, justement. C'est ça. Alors moi, j'ai toujours pensé, vous allez me dire si c'est vrai ou pas, on m'a toujours dit que quand on voyait un champ de coquelicots, c'est qu'en fait, il n'y avait pas de pollution. Je ne suis pas assez expert pour répondre à cette question. Et qu'en fait, c'est pour ça aussi qu'il y avait beaucoup de développement aussi de toutes ces fleurs sauvages qu'on voit refleurir. Par contre, on est bien d'accord, c'est important d'avoir de la diversité. Donc, si vous avez un champ de colza, c'est bien d'avoir des haies avec des aubépines ou autre chose. Ce qui est important pour les abeilles, il faut bien se rendre compte que chaque mois, qu'elles butinent des fleurs différentes. Donc, même si vous avez un seul milieu, c'est bien d'avoir de la diversité florale. Si vous connaissez un peu l'apiculture, au départ, vous avez une noisetier en février, le saule marceau. Après, vous avez le cerisier, le merisier, l'érable, etc. Des floraisons qui sont étalées. Donc, plus on a des floraisons étalées comme ça, mieux c'est pour l'abeille, plus les abeilles vont être en bonne santé. D'accord. Voilà. Et ça, vous nous l'apprenez quand on vient se former, parce que si on n'y connaît rien sur ce qu'on doit mettre ou qu'on fasse pas de... Je pense que nous, apiculteurs, on a un gros travail à faire ça pour sensibiliser les gens avant de vouloir... Parce que c'est très bien d'avoir une ruche, mais après, il faut aussi qu'elle ait à manger quelque part. Donc, c'est vraiment important d'avoir une diversité florale. C'est comme tout. C'est un acte réfléchi. C'est au même titre que de prendre un chien parce qu'il est mignon quand il est tout petit, mais on oublie juste qu'on l'a quand même pour au minimum 10-15 ans et qu'il y a d'autres contraintes. Donc, c'est avoir conscience aussi à un moment donné qu'on est aussi, je pense, dans une vraie démarche par rapport à ça. Est-ce que l'association, pareil, j'avais posé cette question aussi à Nadine parce que j'aime bien aussi avoir le recul des invités au moment où ils sont rentrés dans l'association et là où ils en sont aujourd'hui. Comment vous avez vu et vécu l'évolution de l'association et est-ce qu'elle correspond aujourd'hui à ce que vous auriez peut-être imaginé la première fois où elle a été créée ? Moi, je suis rentré dans l'association dans les années 2008, par là, 2007. En 2016, on a fait partie des conservatoires création de la Fête de Cannes. Donc, on a quand même, là, je veux dire, en 5-6 ans, on a bien évolué, puisque grâce à la Fête de Cannes, on a un niveau national. Donc, on fait des fêtes de l'abeille noire. Au Pont de Montvert en Lozère, on en a fait dans les Bellevilles en 2017. Donc, ce qui permet de nous regrouper, de voir les problématiques, tout ce qu'on a dans nos conservatoires, etc. Donc, je pense que on a eu une belle évolution quand même. Je suis assez content de ça quand même. Donc, moi, je suis plutôt content. Après, ce qui est dommage, c'est que les apiculteurs ne s'en rendent pas forcément compte, mais quand les apiculteurs perdent des ruches, ils vont racheter d'autres abeilles. Et malheureusement, c'est là que l'hybridation va intervenir, puisqu'ils vont acheter de l'abeille, ça peut être de la Carnica, qui vient de Slovénie, de la Ligustica, qui vient d'Italie,
Et après, si vous savez comment se font les fécondations, je ne sais pas si vous savez. Pas du tout, mais vous allez nous expliquer parce qu'on n'y connaît rien en fait. Mais rien du tout. Hein. On a encore un petit peu de temps, vous pouvez rentrer un petit peu dans le détail. Dans le détail, c'est toujours intéressant quand les fécondations, c'est que vous avez plusieurs ruchers à 500 mètres d'écart. Et dans ces ruchers, on va dire entre mai et août, vous avez des mâles. Donc là, on est dedans. Une colonie à une reine, c'est la mère de toutes les abeilles, à peu près 30-40 000 abeilles ouvrières, à peu près 7-8 000 mâles. Et ces mâles, tous les jours, ils font pas grand-chose, les mâles. Hein. Je vais pas le dire. Non. Je vais pas le dire. Voilà. Mais par contre, c'est eux qui vont féconder les reines. Et les fécondations se font dans la nature. Ce qui fait que les reines, quand il fait beau, une belle journée, elles vont sortir en début d'après-midi, elles vont aller dans un lieu qu'on appelle le rassemblement des mâles. Mais tous les mâles des ruchers environnants vont venir au même endroit. Et ils vont être réunis là. Et quand la reine va arriver, ça va être le plus malin, le plus fort qui va la féconder au début. Et la reine va se faire féconder par une dizaine de mâles. Donc, la génétique, elle se fait comme ça. Donc, si vous avez des mâles avec des ruches qui viennent d'Italie ou de Slovénie, ils vont participer à la fécondation. Donc, vous allez avoir ce qu'on appelle une hybridation. Et malheureusement, à cause de ça, après, vous avez ce qu'on appelle une bâtardisation, ce qui dit Lionel Garnery. C'est-à-dire que les abeilles, la première année, vont être peut-être plus vigoureuses, mais après, vous allez avoir un déclin. Elles vont être moins adaptées pour l'hivernage, vous allez avoir plus de pertes l'hiver. Voilà. C'est juste pour ça. Donc, il faut... tout ça pour dire que les apiculteurs, on a des ruches sur place, il faut qu'on se débrouille avec nos ruches sur place, qu'on arrête d'aller acheter toujours ailleurs. L'herbe est toujours plus verte ailleurs, mais on doit être capable d'être consommer local, consommer local et surtout, si on veut garder nos abeilles locales, faisons avec nos abeilles locales, développez, aidons-les. Et c'est comme ça qu'on y arrive. Moi, j'aurais quand même appris un truc ce soir, c'est quand même qu'il y a un lieu qui s'appelle www.adopteuneabeille.com comme lieu de rassemblement pour les abeilles. Je savais pas du tout que ça se passait comme ça. Hein. C'est vrai qu'on a l'histoire de l'abeille tous en tête. Ma génération, les Quadra++, je pense Maya l'abeille et Willy le bourdon. C'est pas vraiment comme ça dans la pratique, mais voilà, on apprend de ces choses à Radio Grand Lac, c'est incroyable. Hein. Ça fait bien de venir le jeudi soir. Quel serait pour vous, le souhait du devenir de l'association ? Alors, j'ai bien compris, en fait, d'inciter vraiment les apiculteurs en pratique aujourd'hui à constamment se former, justement, pour garder cette qualité, en fait, de pratique métier façon professionnelle ou amateur, peu importe, justement. S'il y avait un souhait pour l'association à venir, ce serait lequel, selon vous, pour vous ? Qu'est-ce que l'association pourrait devenir ? Une bonne question. Pour moi, c'est que son rôle, ça sera vraiment d'arriver à former tous les apiculteurs, vraiment à former tous les apiculteurs à garder leur abeille locale, à être capables, même quand ils ont des pertes, à renouveler leur cheptel eux-mêmes, à les apprendre à ne plus être dépendants de l'extérieur, à vraiment être auto-indépendants, d'être capables, tous les apiculteurs, qu'ils aient une ruche, 10 ruches ou 20 ruches, qu'ils soient capables de vivre avec leurs abeilles, d'arrêter d'aller acheter des abeilles à l'extérieur et de lâcher un peu cette course au miel. C'est-à-dire que vous avez 2 ruches, je dis, ma ruche, elle m'a fait 20 kilos, 30 kilos de miel, etc. D'arrêter privilégier la qualité à la quantité, en fait. La qualité à la quantité. Et puis, si une année, vous n'avez pas de miel, vous n'avez pas de miel, vous le laissez à vos abeilles. C'est quand même ça. C'est quand même pour elles qu'elles le font au départ. Donc, il faut bien se rappeler ça. Voilà. Comme on dit souvent, la nature fait les choses de façon logique et intelligente, donc c'est à nous, êtres humains aussi, de pouvoir s'adapter et pas l'inverse en fait. On a vouloir tendance à moderniser les choses et à les forcer. Je crois qu'on peut vous retrouver aussi. Vous êtes passé dans une fameuse émission pour expliquer un petit peu tout ça, des racines et des ailes, où vous parlez effectivement de l'association. Ça, c'est quelque chose on arrive encore à retrouver, je pense. Je pense des racines et des ailes. On a fait aussi une émission sur Ushuaïa aussi là, qui était pas mal là, où c'était assez intéressant, qui expliquait bien tout notre élevage de rennes, tout ce qu'on faisait là. Oui, c'est des émissions qui sont assez sympas, qui expliquent un peu ce qu'on essaie de faire, quoi. Ok, donc si on veut vous retrouver, on a le site internet. Voilà, le site de Savoie. On a une page Facebook. Non, pas encore. On va en parler. On y travaille. On va en parler. Un numéro de téléphone pour vous joindre, Cléver. J'ai 06 76 99 65 16. Ok, et puis de toute façon, on remettra toutes les coordonnées, bien évidemment, de nos invités avec les liens qui vont bien. Alors, j'ai une petite question et je reviendrai auprès de vous, Nadine, parce que j'ai oublié de vous la poser tout à l'heure et c'est important. 3 mots
de fin pour le CETA. Si vous deviez donner 3 mots, quels seraient-ils? En mot de fin, confiance, amour dans la nature. Voilà. Et Nadine, pour vous, pour l'association pour les enfants, ce serait quoi? Je ne reprendrai pas les mêmes, mais c'est vrai que la confiance fait partie d'un engagement associatif. Autrement, je dirais constance, humilité et enthousiasme. Je crois que vraiment, à chaque fois, ce qui me marque sur les associations, c'est cette capacité à être toujours aussi impliqué et passionné au sein de l'association, même quand on y est depuis de nombreuses années. Je suis assez admirative de ça parce que parfois, on peut aussi s'essouffler. Donc, appel aux forces vives qui veulent venir renforcer. Hein, on n'est jamais trop nombreux dans une association pour venir soutenir et chacun peut contribuer de façon différente et de la façon dont il a envie. Je vous remercie en tout cas d'avoir été présent ce soir chez Radio Grand Lac pour cette deuxième émission de Toc Toc qui est là. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous, chers invités. Merci Nadine de nous avoir accompagnés. Merci Kléber d'avoir été là ce soir et d'avoir répondu présent à mon appel. Merci chers auditeurs et on se retrouve dans une quinzaine de jours avec 2 nouveaux invités dans des secteurs complètement différents et qui, j'espère, vous surprendront également. Très belle soirée à tous.